anglo-américains débarquent sur le sol de Normandie. Des milliers de tonnes d'acier s'abattent sur les navires où pilonnent les défenses allemandes. Durant les premiers jours, plus de 50 navires de transport et des navires spéciaux devaient être envoyés par le fond. Le matin du 6 juin, à la radio, ils ont annoncé que des troupes alliées avaient tenté et avaient essayé de débarquer. Ils n'ont pas dit qu'ils avaient débarqué, ils ont dit qu'ils avaient essayé de débarquer. C'est vrai que les premiers jours, c'était vasillant. Hein. On savait qu'il aurait lieu, évidemment pas quand, mais on l'attendait. Moi j'avais 11 ans, entre nous on en parlait pas mal. Hein. Il est certain que ça a été un grand bonheur, une très très grande nouvelle. Hein. C'était l'euphorie. On a dit ça, on débarquait parce qu'on était là avant, ils ne se débarqueront jamais, ils en parlent sans arrêt. L'opinion a compris ce jour-là que c'était peut-être le tout commencement de la fin. Seulement le tout commencement de la fin. Le 6 juin 1944, le D-Day, l'opération Overlord, les sanglots longs des violons bercent mon cœur d'une langueur monotone, c'est vers de Verlaine, hein. On savait que c'était le débarquement. Ah ben alors là, il n'y avait plus à se cacher, et là, on sortait avec les armes. C'était le dimanche après le débarquement. J'étais voir mes parents, j'ai dit, je les embrasse, puis je dis, je rentre au maquis. Puis je saute sur mon vélo, puis je suis parti. Dans les jours qui suivent le débarquement, il y a effectivement une levée en masse. C'est un petit peu terme spectaculaire, mais par rapport au reste de la région centre, les deux départements où il y a eu plus de maquisards, ce sont le Cher et l'Indre. Alors en revanche, dans l'organisation militaire, il y avait une claire séparation de ces deux zones. Et c'est la raison pour laquelle finalement, et notamment pendant toute la durée de la guerre, la résistance s'organise de manière assez compartimentée entre l'Indre et le Cher. Dans les maquisards, vous avez deux grandes catégories. Vous avez les FFI qu'on appelait, c'était les forces françaises de l'intérieur, qui étaient sous l'obédience de Charles de Gaulle, qui lui est à Londres. Mais côté gauche, le communisme était très puissant à cette époque-là. Il y avait une organisation qui dépendait des communistes. Et ça s'appelait les FTPF. Ça veut dire francs-tireurs et partisans français. Et ils étaient nombreux aussi. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que les jeunes allaient au maquis où il y avait un copain. Hein, ils n'avaient pas forcément de formation politique. Moi, mon rôle dans la résistance, c'était agent de liaison pour porter des plis à tous les gens qui faisaient partie du réseau. Il n'y avait pas de téléphone. Qu'est-ce qu'il y avait pour communiquer? Le vélo. Le vélo. Un jour, je m'amène, je vois un Allemand qui était là. Alors j'ai continué. J'étais quand même à l'hôtel. Et puis je descends de vélo, il me dit « Ah, vélo, j'ai couru au Veldiv, moi ». Et puis il dit « Je peux monter sur votre vélo ?» Alors je dis « Oui ». Alors le propriétaire du restaurant, il dit « Donne-moi dans ta musette ». Lui, il savait où qu'il y avait les plis. Il était au courant. Un gamin en vélo, il ne faisait pas trop attention, heureusement, parce que s'il m'avait arrêté et qu'ils auraient trouvé ce que je portais dans mon blouson, eh bien, j'aurais été fusillé sur le coup. Hein. Oh, sûrement, puisqu'il n'y avait pas de problème à ce moment-là pour ça. Hein. L'afflux des jeunes dans les premiers jours était tellement importante que les responsables, ils ont été obligés d'en renvoyer chez eux. Ceux-là qui n'étaient pas très loin, ils ont dit « Retournez chez vous, vous viendrez plus tard parce que c'est bien joli, mais après, il fallait les nourrir, il fallait les armer. » Tous ces jeunes n'avaient pas fait de service militaire,
devant une armée professionnelle, comme avait l'Allemagne nazie, il est bien évident qu'ils ne feront pas le poids. Et beaucoup vont disparaître après les premiers combats par peur. Moi, j'ai vu des gars, au premier coup, trembler. Un qui était de mon âge, il ne pouvait pas plus parler. Bon, ça ne me faisait rien. Mais quand c'était fini, par contre, la bile qu'elle pouvait sortir, je peux vous dire. Combien qu'il y en a qui ont été tués par leur propre arme, je ne savais pas. Hein. J'en connais un petit gars de Châtillon, il a été tué par sa mitraillette dans une voiture, il jouait. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il y avait comme instructeurs? Des gens qui étaient un peu plus âgés, qui avaient fait la guerre, par exemple, qui savaient manier un fusil mitrailleur. Moi, j'ai été chargeur au bazooka. Ça se chargeait à l'arrière. Alors là, c'est une flamme de 2,50 m derrière, et puis alors un bruit comme un canon, quoi. On nous avait dit, à l'entraînement, vous tirez 2 torpilles et vous vous déplacez. Parce que c'était facile de se faire repérer, quoi. Et en 1944, ça va être surtout l'organisation de la lutte armée. Mais ça, c'est grâce aussi à ce qu'on appelait les équipes Jedburgh. Les Jedburgh qui vont être parachutés dès le débarquement. Donc c'était 3 hommes. Ils étaient parachutés en militaire. Et en général, il y avait un Anglais, un Français et un Américain ou Canadien. Et donc c'était vraiment pour organiser la résistance, commander des parachutages. Il y a eu de nombreux parachutages dont j'ai participé au terrain de parachutage, soit comme troupe, comme section de protection, ou soit section de récupération. Tout était bien organisé pour ces parachutages. Il fallait déjà choisir un terrain. Il fallait que ce terrain soit homologué par Londres. Donc on venait prendre des photos, entre autres pour les terrains d'atterrissage. Une fois que c'était homologué, on lui donnait un nom, une phrase, donc qui était passée sur la BBC. Il fallait que la phrase soit passée 3 fois pour que le parachutage ait lieu. Andromaque se parfume à la lavande. Athalie est restée en extase. Nous disons 2 fois Athalie est restée en extase. Par exemple, nous, le nôtre, ça avait été le cochon est entré dans le maïs. 3-4 jours après, parce qu'on écoutait à des heures bien précises les messages. Et 4 jours après, je crois, le cochon est entré dans le maïs. C'est bon, c'est pour nous. Alors donc, délégation, fallait préparer le terrain, tout ça, à telle heure, bon, voilà. De nuit. Les parachutages étaient tous de nuit. In France, the men of the resistance were already starting on their way to the clandestine reception fields, eagerly waiting for the supplies that would come that night. 3 feux étaient allumés dans l'espace réservé au parachutage et les avions britanniques, en général, visaient ce lieu, voyaient les feux. Évidemment, il fallait agir par temps clair. Et lâchaient leurs containers d'armes ou de munitions. Donc les gars du maquis étaient sur place. Ils se dépêchaient de ramasser tout ça. J'étais souvent de garde, parce que j'étais sûr. J'étais un garçon qui était sûr. Il m'avait testé, l'adjudant, il savait, il m'avait testé sur beaucoup de choses. Dès les premiers jours après le débarquement, cette résistance se manifeste de manière massive en termes de sabotage de routes barrées, de sabotage de voies ferrées, pour ralentir la remontée des unités allemandes combattantes qui séjournent dans le sud de la France vers la Normandie, là où a commencé le débarquement. Alors, ils remontaient souvent leur matériel lourd, les chars et tout ça, en plateforme sur les voies, SNCF. Mais on faisait sauter les voies, justement, pour pas que ça remonte. Voilà, c'était comme ça. Non seulement ceux qui venaient par la route étaient harcelés, et ceux qui montaient par les rails, par le train, ils étaient harcelés aussi.
la ligne de Tours-Châteauroux était devenue une ligne stratégique. Et les trains se suivaient. Il y avait 2 locomotives, je me rappelle par train, des trains énormes, avec les chars dessus qui passaient, qui montaient sur Tours. Et une nuit, le pont de fer sur l'Inde a sauté. D'ailleurs, j'ai un copain qui était plus vieux que moi qui a participé justement quand ils l'ont fait sauter. Lui, il avait 4 ans de plus que moi. Ben oui, il avait 20 ans, quoi. 19 ans. Mais enfin, c'est des gars qu'on voulait, quoi. Mais à l'époque, on admirait les maquisards, j'aurais bien voulu y être, mais... Amis, entends-tu le cri sourd du pays qu'on a cherché, mais ces belles chansons. Oui, artisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Il y avait des chansons patriotiques. Hein. C'était de Kessel. Hein. Et cette résistance, elle a aussi, au-delà de cette mission militaire, une mission d'ordre politique, symbolique, c'est-à-dire de se montrer pour influencer l'opinion publique, en organisant des prises symboliques de villes, pas forcément durables, avec des levées de drapeaux français avec la Croix de Lorraine. C'est le cas notamment de la prise de Saint-Amand par la Résistance, mais ça sera aussi le cas à Argenton-sur-Creuse, ça sera le cas à Issoudun, ça sera le cas à Grasset. Alors Argenton-sur-Creuse est un exemple un petit peu exceptionnel dans l'Indre, puisque Argenton-sur-Creuse, libéré le 9 juin au matin par plusieurs organisations de la résistance, opération commune, l'objectif c'est de s'emparer de la gare et de trains qui transportent des armes, des munitions et surtout de l'essence. Or, l'essence, pour l'armée allemande, est très importante, notamment pour alimenter les colonnes motorisées qui devraient remonter sur la Normandie. Des éléments de la division d'Eichsreich, qui avaient commencé leur remontée, sont arrivés en fin d'après-midi à Argenton-sur-Creuse. Et ils sont arrivés par la route de Limoges. Hein. Et après, une fois qu'ils sont rentrés, qu'ils ont pris la rue, alors là, c'était le massacre. Ils frappent aux portes et puis ils tuent, ils rentrent dans les maisons. On a une scène absolument effroyable où une femme et ses 2 filles sont en train de... ont mis la table, les aliments pour manger. On frappe à la porte. Des soldats SS s'engouffrent, tirent sur les 3 femmes, la mère et ses 2 filles, et mangent une partie du repas, à côté des cadavres. Alors pourquoi on a ce témoignage? C'est parce que l'une des jeunes filles est blessée mortellement, elle va mourir quelques jours après, mais elle aura le temps de témoigner à l'hôpital. Au total, il y a 65 victimes, malheureusement, des gens de passage, des gens qui n'ont pas pu être identifiés, pour la plupart. Des familles complètes qui ont été décimées par des membres de la division d'Eichsreich, la même division qui a sévi à Oradour-sur-Glane. Pour Argenton, c'est pas un bon souvenir. À Issoudun, le 10 juin 1944, c'est-à-dire le lendemain du massacre d'Argenton-sur-Creuse. Les résistants avaient réquisitionné une imprimerie pour fabriquer une affiche qui a été apposée le matin, appelant la population d'Issoudun à se rendre sur la place des marchés, la place principale d'Issoudun, pour assister à une manifestation patriotique. Et c'est à ce moment-là qu'une colonne de répression allemande est arrivée de Châteauroux. Et cette colonne allemande, qui au départ d'ailleurs a été mal identifiée par certains spectateurs qui pensaient que c'était déjà des soldats américains qui arrivaient, cette colonne s'est mise à tirer dans la foule. Il y a eu un certain nombre de victimes civiles. Alors parmi elles, il y a 2 membres de ma famille maternelle. Ça a provoqué quand même, et bien sûr, un traumatisme dans la ville.
à tel point que cette place des marchés a été rebaptisée à la Libération, place du 10 juin 1944. Le département de l'Inde a donné quand même beaucoup dans le cadre de la Libération, hein, en juin 1944. On dénombre dans le département quand même 600 victimes suite aux différents combats, ce qui pour un petit département comme le nôtre représente un nombre très important. Deux messages. Message à l'égard de la population civile en disant si vous soutenez les maquis, si vous êtes leurs complices, voici ce qu'on est capable de faire. Message aussi à l'égard de la résistance en disant à l'inverse, si vous voulez monter des opérations contre nous, voici ce qu'on est capable de faire contre la population civile, qui sont tout simplement parfois vos frères, sœurs, cousins ou amis. Les nazis pensaient qu'en faisant peur à la population n'aiderait plus du tout les maquis. Et ça va être l'inverse qui va se passer. Mais que se passe-t-il? Les Alliés sont bloqués. Il s'est passé près de 2 mois et ça ne bougeait pas. Il y avait un front dans l'ouest dont on commençait à douter de la réussite. Ils étaient carrément bloqués. Ils ne pouvaient pas sortir de Normandie. Ils ont réussi, les Américains, à faire une percée aux alentours du 12 août, je crois. Ça se passait vers Avranches, je crois. Quand les Allemands ont cédé, il y a eu dans mon quartier, si je puis dire, dans mon quartier, il y a eu une explosion de jour. Mais le moment, bien sûr, clé sera celui du 15 août 1944, lors de l'annonce du débarquement allié en Provence. L'avantage de ce débarquement en Provence par rapport au débarquement en Normandie, c'est qu'ils vont être en avance sur toutes leurs dates. C'est-à-dire qu'ils vont remonter très rapidement. Nice est libérée par les Américains. Marseille, rapidement, par l'armée française. Et puis, la vallée du Rhône, tout ça, ça va très vite. Mais il y a une région qui a été libérée plus tardivement, c'est le sud-ouest. Donc, une poche va se former, et si les Allemands restent, ils vont se trouver encerclés. Ça va être la panique au niveau des armées, des troupes d'occupation, puisqu'il n'y avait pas 36 solutions. Je crois que les solutions, c'était de rester sur place, comme ça va se passer sur Royan, Saint-Nazaire, etc. Passer en Espagne, se rendre aux Espagnols, c'était mieux. Et la troisième solution, c'était de remonter. Et donc Hitler donne l'ordre à ses généraux d'évacuer donc ce grand sud-ouest de la France et se replier sur l'est de la France pour monter donc une nouvelle ligne de front. Ces troupes-là, il fallait qu'elles se dépêchent. Mais comme c'était bloqué comme ça, elles ne pouvaient pas passer par le massif central, ça passait dans notre région. Cela part effectivement des départements côtiers donc, du sud-ouest vers donc les Charentes, le Poitou, donc le sud de la Touraine, et ensuite bifurquer vers le Berry et rejoindre la Bourgogne, et là le couloir de Belfort, où on leur demande de se regrouper et de créer un nouveau front. Donc c'est la raison pour laquelle vraiment on a ce grand corridor, ce grand couloir, qui va être traversé pendant ces semaines-là par près de 100 000 soldats allemands. Pour certains, on va dire oui, mais c'est des troupes en déroute, mais non, pas du tout. Ce sont des troupes bien encadrées, bien formées, pas forcément des soldats d'élite, mais qui sont des soldats souvent expérimentés, avec des officiers de valeur, donc, et qui sont souvent très bien armés en termes d'armement individuel, disposent de canons, de mortiers, donc en fait sont capables tout à fait de repousser, dès lors qu'ils arrivent à s'organiser, une attaque d'une troupe en règle. Alors les deux premiers groupements de marche qui venaient du sud-ouest comportaient les unités ou les morceaux d'unités militaires allemandes les plus combatives, très militarisées et très dangereuses.
Et effectivement, ces différents groupes se sont livrés à un certain nombre d'exactions en passant par la Vienne, l'Indre, le Cher. Alors il y a une pratique aussi qui était courante dans ces groupements de marche en retraite, c'était de réquisitionner des civils français pour conduire, par exemple, les véhicules automobiles, voire pour servir de couverture en avant, en tête de colonne. Ça leur servait de bouclier. Ils mettaient les gens bien en évidence dessus, devant. Bah oui, parce que pour éviter, justement, c'est pour ça qu'après on a dit on ne peut pas tirer dedans, parce qu'on va tuer ces gens-là, quoi. Alors ils les emmenaient assez loin, puis après ils les lâchaient. Ils les lâchaient, quoi. En attendant d'être attaqués par d'autres plus loin. L'armée allemande ne reconnaissait pas, sauf exception, les forces françaises intérieures comme des combattants à part entière, donc se permettant par là même des exactions très violentes à l'égard notamment des maquisards faits prisonniers. L'Indre et le Cher sont couverts de stèles dans les campagnes, stèles qui portent les noms non seulement de maquisards tués, mais aussi de civils tués, massacrés par ces colonnes allemandes en retraite. Il faut dire que dans cette colonne, les troupes, ce n'étaient pas des Allemands. C'était des Polonais, des Suèdes, des Sudètes, quoi, des machins, des Yougoslaves, des machins, ou tout ce qu'on veut, quoi. Et notamment, il y avait même des hindous qui avaient été pris aux colonies par les Allemands, qui faisaient partie des troupes anglaises, mais qui avaient été... Alors, ils n'en avaient peut-être rien à foutre. Les Allemands les ont retournés et les ont enrôlés avec eux. Et on leur avait donné, donc, comme marché, on aidera l'Inde à se libérer et vous battez donc aux côtés des Allemands. Donc ils étaient commandés en anglais par un officier allemand. Ils étaient plutôt assez mat de peau, donc on les prenait pour des soldats donc, américains qui venaient libérer le département. Et donc on les accueillait presque à bras ouverts. Mais il va y avoir des exactions, énormément de viols, des meurtres et aussi des incendies de maisons, etc. Donc on va les suivre à la trace. Dans la Vienne, on les suit. Ils vont traverser donc l'Inde en diagonale et on les suit dans chaque ville, village. Ils sont passés au sud de Châteauroux, Ardentes notamment, à travers l'Indre et même dans le Cher. Mais le 1er septembre, il y a une colonne qui s'est présentée à Dain. Mais alors là, ça s'est mal passé, parce que les maquisards les ont attaqués encore. Il y a eu une espèce de bataille. Le 2 matin, ma mère a dit il faut que j'aille chercher du pain. On s'en va chez le boulanger. Et qu'est-ce qu'on voit sur la place? Une multitude de soldats allemands. C'était des hindous. Ils étaient en short avec des turbans, il y avait des noirs, il y en avait qui étaient noirs, ils étaient habillés n'importe comment, d'une manière hétéroclite. Ils étaient en train de manger. Une trouille. Mais je vous garantis qu'on est revenu par un autre itinéraire. Là, je peux dire que les hindous qui ont fait tant de mal dans la région, je les ai vus là. Et la place était là, on passe à côté. Là, c'est encore dans les mémoires collectives. Les nombres de rapports de gendarmerie sur les viols, c'est énorme. Que ce soit des fillettes ou des femmes. J'ai pas vu dans les rapports de gendarmerie aucune trace de viol autre que ces hindous. Ça a dû exister, sûrement, mais pas dans la proportion qu'il y a avec cette unité un peu spécifique. Il est
existe 3 grandes colonnes en fait, qui sont vraiment montées à partir donc, de la mi-août 1944 et ce jusqu'au début du mois de septembre. Donc avec une première colonne, on va dire, qui arrive à passer relativement aisément, grosso modo autour du 15 jusqu'au 20 août 1944. Un groupe central, le plus conséquent, certains diront aussi le plus dangereux. Et enfin, un dernier groupe qui était donc composé par près de 18 000 hommes, dirigé par le général Elster, qui formait l'arrière-garde donc, de ces troupes allemandes en retraite vers l'est de la France. La colonne Elster étant la dernière colonne qui, sur un plan militaire, était sans doute la plus faible, la moins organisée, puisque les unités les plus combattantes avaient été d'abord placées dans les colonnes de tête, parce que c'était les plus importantes à récupérer en Allemagne pour poursuivre le combat. Il n'y a pas de SS dans cette dernière colonne, en retraite. En revanche, on a un des éléments de la Kriegsmarine, de la Luftwaffe par le biais de la défense antiaérienne, la Flak. On a même des douaniers qui proviennent de la frontière pyrénéenne. Et bien sûr, des éléments de l'armée allemande classique, la Wehrmacht. Et ils nous ont dit, les officiers, ils battaient les soldats. Parce que peut-être qu'ils n'avaient pas le moral, quoi, et puis voilà, quoi. Et donc le général Elster est conscient de la faiblesse de sa colonne. Il a des difficultés de ravitaillement. Il n'a plus beaucoup de munitions à sa disposition. Il sent aussi le moral de la troupe qui baisse parce que l'action des maquis n'est peut-être pas forcément toujours très efficace sur un plan militaire, mais il y a un phénomène de harcèlement régulier, avec de l'imprévu. Et donc cette présence des maquis effraie la troupe allemande. En plus, les colonnes qui ont précédé ont mené un certain nombre d'exactions qui ont généré un sentiment de haine dans certaines unités de la résistance. Et les soldats allemands de la colonne savent qu'on ne leur fera pas de cadeau. Nous, les quelques prisonniers qu'on a faits, ils nous ont dit, mais ils tremblaient de peur quand on les avait. Hein. Nein, kaputt, nein, kaputt, nein, kaputt. Ben non, mais attends, non. Et ils nous disaient, on nous a dit que si on était prisonnier, on était fusillé immédiatement. Alors que ce n'était pas vrai. On avait bien reçu les consignes. Quand on a rentré au maquis, on nous avait rassemblés, on nous a dit, vous devez respecter les lois de la guerre. Un prisonnier allemand, c'est un prisonnier, vous ne devez pas le fusiller. Voilà. Bon. Et c'est des petites routes, c'est des routes de bocage, où le combat de guérilla est beaucoup plus facile à mener contre des troupes armées. Et donc, cette guérilla monte en pression de plus en plus forte contre les unités d'Elster. Le général Elster, à la tête de cette colonne, se rend compte aussi de la vitesse qui s'affaiblit de la marche, en fait. Et ces soldats sont fatigués, les moyens motorisés ont été en partie prélevés en faveur des colonnes qui ont précédé. Alors certes, les soldats allemands se sont procurés des chevaux, ont réquisitionné des vélos, parfois chez l'habitant. Ma grand-mère, par exemple, a vu son vélo réquisitionné début septembre 1944, alors qu'elle avait caché dans un rang de vigne à Issoudun. Et donc cette colonne, elle avance lentement. Et ça, le général Elster en est tout à fait conscient. Parce que la colonne Elster, qu'on imagine comme une sorte de colonne qui n'en finit pas, quoi. Bon, en fait, elle ne montait pas d'un seul tenant. C'était des unités qui montaient les unes, qui étaient détachées les unes des autres et qui montaient les unes après les autres, quoi. C'était quasiment des morceaux de colonnes. Voilà, tellement les maquis avaient fait ce qu'il fallait faire. Ils étaient attaqués sans arrêt, tout le long du chemin, tout le long des routes.
Et non seulement ils étaient attaqués par les maquisards, par la résistance, mais en plus ils étaient bombardés sérieusement par les Américains. La dernière colonne, Elster, a emprunté la route nationale 20 entre Argenton et Châteauroux, la nationale 151 entre Châteauroux et Issoudun, qui sont des routes qui se caractérisent par le fait que ce sont de longues lignes droites, très exposées, avec des champs ouverts autour, sans haies, avec très peu de bosquets ou de bois. Les troupes allemandes qui refluaient, se dirigeant vers l'est, étaient prises par l'aviation. Avant Châteauroux, du côté de l'ouest, et cette même aviation les reprenait à la sortie. Et donc le but, c'était de faire passer un maximum d'Allemands sur cette voie pour qu'ils soient mitraillés par l'aviation anglaise ou américaine. Il faut dire aussi ce qu'il a foutu le coup, c'est l'attaque des avions anglais entre Châteauroux et Issoudun. Nous, on était justement en embuscade du côté de Reuilly, là-bas. Et on a bien entendu, il y avait 16 avions anglais. Ils en ont abattu un quand même. Hein. Ils en avaient. Mais eux, ils ont attaqué la colonne en piqué. Hein, ils passaient pas au-dessus, puis c'est... Hein, et quand le dernier, il remontait, il faisait le tour, ils ont fait 2-3 tours comme ça. Alors, ils les ont attaqués, c'est la plaine là-bas, c'est pareil, hein, dans la plaine. Ils ont été obligés de courir à travers la plaine pour réfugier dans les bosquets, dans les petits bois, machin. Nous, on est passé par derrière, ramasser des gars qui étaient perdus, les Allemands. Après, résistant, Maki. Il a, oh, non, on ne veut pas te faire de mal. Il s'était peut-être parti plus loin pour ne pas être touché, quoi. Vous savez, quand ça tombe de tous les côtés, on se met à l'écart quand on peut. Et là, ils ont dérouillé, hein. Ah oui. Et là, je pense que ça a été le coup de massue. Et l'effet a été désastreux, avec pendant de nombreuses semaines par la suite des carcasses de véhicules. Cette intervention de l'aviation alliée, elle intervient vraiment le 7 septembre, mais c'est vrai qu'elle a un impact psychologique assez important sur les colonnes allemandes en retraite. Et le général Elster, il a commencé à réfléchir à la manière dont pourrait avoir lieu sa reddition. Mais Elster redoute une partie de son état-major, hein, puisque selon les ordres donnés par Hitler et par l'armée allemande, il est strictement inenvisageable de se rendre sans combattre. À ce moment-là, il va être considéré comme un traître, et si jamais il aurait gagné l'Allemagne, à un moment donné, il était susceptible d'être condamné à mort et fusillé pour cette reddition, puisqu'il y a eu d'autres cas au sein de l'armée allemande avant. Donc, dès le 8 septembre, des premiers contacts vont avoir lieu avec le général Elster, qui va poser certaines conditions à une reddition éventuelle. Or, l'avant-garde d'Elster est déjà du côté de Decize, du côté de l'Allier, et se heurte à des forces de la résistance française qui la bloquent. Et bien sûr, il apprend, donc le 10 septembre 1944, que voilà, son avant-garde est bloquée. Et donc, désormais, la porte de sortie n'est plus possible. Et de ce fait-là, ça précipite sans doute sa décision de vraiment là négocier de manière définitive, ce qui sera fait à Issoudun, à la sous-préfecture, le 10 septembre 1944.
la réédition, je dirais, officielle, avec signature du général Elster et du général américain, représentant la 3e armée américaine, Macon. Elle a lieu après 3 jours de négociations menées de manière indirecte, dans un premier temps, entre l'armée américaine et des groupes de reconnaissance qui effectivement sont descendus au sud de la Loire, mais avec quelques soldats seulement, et le général Elster. Il y a aussi la logique allemande. La logique allemande, c'est-à-dire que se rendre à l'armée américaine, d'accord, se rendre à ces bandes de petits voyous de maquisards, certainement pas. Et ça aussi, c'est très important pour un officier de la Wehrmacht. En grosso modo, disons, certes, j'ai dû me rendre, mais dans les formes, dans les règles, et non pas forcé par une armée de terroristes. Terroristes. Il ne voulait même pas qu'il y ait des représentants de la résistance qui assistent à la signature. Pour lui, c'était s'abaisser à... On n'était pas des soldats, quoi. Il ne nous considérait pas comme des soldats. Le général Elster va même se mettre en colère quand il va apercevoir un maquisard dans la sous-préfecture, en lui disant en allemand « hors de ma vue ». Cette photographie de quelques maquisards accompagnés d'une résistante dans la cour de la sous-préfecture d'Issoudun, c'est une photo souvenir. Mais je pense avec une conscience que ce lieu est important pour la résistance locale. Quand on a su la réédition, on était dans le pays de Reuilly, ça a bien été arrosé. Le vin de Reuilly, il a fait son effet. Hein. Tout le monde était bien content. Seulement, il n'y a qu'après qu'on a appris comment ça s'était passé. Là, c'était autre chose. Ça a été la douche froide. Là. La douche froide, parce que normalement, c'est pas comme ça que ça aurait dû se passer. Le ressenti, c'est que les maquisards se sont fait, entre guillemets, voler, puisque la récupération, c'est totalement américaine. Et c'est vrai que ceux d'Issoudun étaient complètement déçus, puis même au niveau des commandements. Le colonel Bertrand, lorsqu'il va apprendre la nouvelle, va avoir cette réaction en disant « mais on me vole mes Allemands ». Il ne faut pas oublier que le colonel Bertrand, c'est un officier de tout ce qui est le plus traditionnel dans l'armée française, qui va être la tête d'un des plus vieux régiments de France, le 1er Héry, un des plus prestigieux, qui va être, par la force des choses, obligé de garder la ligne de démarcation dès le début de la guerre. C'est la raison pour laquelle il est installé dans le Berry. C'est un officier français, donc il est fidèle au maréchal Pétain jusqu'en 1942. Il respecte son serment de fidélité. Mais à partir de novembre 1942, lorsque l'ordre lui est donné de dissoudre son régiment, donc à la suite de la dissolution de l'armée d'armistice, il rentre dans la résistance. Et donc, pour lui, les combats contre le colonel Elster constituent l'acmé, finalement, de son action. Et là, on lui apprend tout d'un coup, le 10 septembre, que ces hommes, tout d'un coup, ne peuvent plus combattre contre Elster parce que Elster a négocié avec des Américains et désormais que lui, il est complètement hors-jeu dans cette affaire. Et donc, le lendemain 11 septembre, le colonel Bertrand va obliger le général Elster à venir, à se rendre dans une petite commune du Cher, plus exactement dans l'école, à Arcel, l'après-midi. Il y a une plaque qui a été mise sur la mairie, et sur la plaque, il ne parle jamais des Américains. C'est une réédition qui a été faite à l'armée française. Donc il présente ça comme si les Allemands s'étaient rendus aux Français. Remarquez, ils l'auraient mérité, les Français, parce que ce sont eux qui les ont asticotés, ce sont eux qui se sont battus contre eux. Ils l'auraient mérité. Mais le général Elster, il n'a pas voulu, parce qu'il craignait, évidemment, ça se comprend, il craignait ce qu'ils appelaient, eux, les terroristes. Il a peur que d'une chose, c'est que ces hommes soient tout simplement massacrés par les maquis lorsqu'ils rendront leurs armes. Sur le plan symbolique, la reddition d'Arcet, c'est quand même pour la résistance locale une forme de reconnaissance de son importance. Ce qui est signé,
c'est un protocole plus précis concernant la remontée des soldats allemands d'Elster jusqu'à la Loire. Il est bien précisé que les troupes allemandes se retirent avec leurs armes et en bon ordre. Et 3 axes qui passent du sud vers le nord du Cher sont ainsi dessinés, sous escorte des groupes FFI et FTPF, qui doivent assurer la sécurité de ces couloirs donc d'évacuation. À travers la Sologne, cheminent misérablement 18 000 Allemands vaincus qui se sont rendus au FFI. De Châteauroux à Orléans, ils remontent lamentablement sur les routes, encadrés par leurs vainqueurs. Images à la fois grotesques et pitoyables. On a ces maquisards en armes, Sten en bandoulière, qui voient passer des colonnes allemandes, elles-mêmes en armes, sur les routes. Chose assez inédite d'image de la libération. Mais malgré tout, il va y avoir des incidents. Des incidents où certains Allemands vont quand même mal vivre cette tradition quand même, par orgueil, par souci de vengeance, vont délibérément avoir des attitudes provocantes vis-à-vis de la population, parce qu'ils sont encore armés, parce qu'ils impressionnent encore, ils défilent encore avec drapeau en tête, et aussi même parfois des exactions à l'égard de maquisards. Ils étaient en armes, les Allemands, jusqu'au pont de Beaugency. Ça fait quand même une tirée. They surrender a vast amount of rifles and pistols. In addition to their personal arms and ammunition, the prisoners brought in dozens of ack-ack guns and 4,500 machine guns. Et c'est là qu'ils ont fait déposer les armes. Ah ben non, on n'a pas pu en récupérer. D'ailleurs, c'était leur crainte. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas les faire. Ils avaient peur que nous, qu'on s'empare des armes. Parce que, il faut dire qu'à l'époque, justement, c'est qu'ils avaient peur qu'il y avait un coup d'État, un soulèvement, que le maquis prenne le pouvoir, quoi. Même De Gaulle, il avait peur, attention. Vous savez pourquoi? Charles de Gaulle, lui, était en connivence plus ou moins avec les Américains, et puis les Anglais, Au contraire, il voulait pas que les maquisards aient les armes, parce que la plupart des maquisards, c'était des FTPF, et donc, il ne voulait pas que ces gens-là soient armés, puissamment, parce qu'ils avaient peur qu'un régime communiste s'installe en France. Il y a eu un sentiment de trahison vécu de la part des maquisards sur l'attitude des Américains dans cette affaire. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a une médiatisation immédiate dans la presse américaine, avec des photographies, alors qui sont prises par les correspondants de guerre américains, puisqu'il n'y a pas seulement des cinéastes, il y a aussi des photographes. Je pense au magazine Life, par exemple. Mais on a même un magazine américain qui paraît en langue française, qui s'appelle Voir, et qui produit un article sur la victoire américaine obtenue notamment par le lieutenant McGill, qui en fait un héros, celui qui a obtenu la reddition de 18 000 Allemands. À lui tout seul, presque. It was near Romoran town that a young officer, Lieutenant Samuel W. McGill, first received word of Elster's desire to surrender. Alors, si on se réfère par exemple aux images tournées par les correspondants de l'armée américaine, par opposition aux images tournées par des émissaires de la résistance française, ça s'est traduit par 2 discours très différents. 3 officiers américains viennent prendre livraison des captifs que les FFI leur remettent. Et le butin s'accumule. Voitures, provisions, désordre. Les images qui sont filmées sont de nature totalement différente en termes de contenu. Ce que renvoient les images américaines, c'est une remontée organisée dans la bonne humeur. On voit cette colonne qui défile au pas de loi et qui chante avec leurs armes. Je pense que j'aurais été résistant, j'aurais eu très mauvaise au travers de la gorge. Des images sont aussi tournées de l'organisation américaine qui fait que ces soldats qui passent la Loire sont comptés
doivent remettre leur matériel avec des positions arrêtées sur les armes d'un côté, tel type d'équipement à un endroit, pour enfin être parqués dans des prés entourés de fils de fer barbelés, avec des images qui sont à la fois tournées au sol, mais aussi des images aériennes. The exact count is 19,360 men, the largest single group of Nazis to surrender in southwestern France. Et puis avec une mise en scène spectaculaire à Beaugency. At Beaugency, 18 miles southwest of Orleans, France, approximately 20,000 German troops are surrendered by their commander, Major General Erich Elster. Capitulation is accepted by Major General Robert C. Macon, commander of the U.S. 83rd Division. Herr General, nachdem die obere Führung durch die Kriegslage gezwungen, meiner Marschgruppe die kampffähigen Verbände. General Elster hands over his pistol as a token of surrender. And on behalf of the Army of the United States, I accept your surrender. You, your officers, and men will be given treatment in accordance with the principles of the Geneva Convention. Vous ne pouvez pas rêver mise en scène plus belle, hein, très folklorique. Ça fait western un peu. En plus, le pistolet qu'il donne, c'est un pistolet américain, donc c'est vraiment Hollywood. Alors on a tout de même, à l'arrière du général Elster, la présence de cet officier français, donc le capitaine Habard, de son vrai nom Husser, qui est membre des services de contre-espionnage français, en fait. Alors il a un casque Adrian, c'est-à-dire un casque français sur la tête. C'est ce qui permet de le reconnaître. Cela dit, il est clair qu'en septembre 1944, le gouvernement provisoire de la République française n'est toujours pas reconnu officiellement par les États-Unis notamment. Donc le général de Gaulle avait tout à fait intérêt à ce que ce fait d'armes soit mis en avant, claironné, porté au crédit de la résistance française. Le film tourné par Albert Mahuzier, La caméra sous la botte, son objectif, c'est de montrer à l'opinion publique française la défaite allemande. Voyez leur convoi de gens pressés d'en finir avec cette chienne de guerre. Et on sent même comme une revanche par rapport à mai-juin 1940. Toute cette foule en déroute traverse, ironie du sort, les jolis petits villages de France tout pavoisés, tout fiers de leur libération récente. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'Albert Mahuzier force le trait et raconte qu'il a tourné une fausse scène. C'est un aviateur du personnel navigant qui s'en va à son tour vers la captivité. L'armée allemande a bien été battue et sur le sol de France. Alors qu'en fait, c'est un Français déguisé en Allemand. Cette reddition de 18 000 à 20 000 hommes représentait un fait de guerre important. Et donc, des organisations différentes ont cherché à tirer la couverture à elle, alors qu'en réalité, c'était une victoire collective, ce qui a été d'ailleurs souligné pratiquement par certains observateurs, voire acteurs, au moment des faits. Moi, je trouve que les jeunes ne doivent pas oublier cette époque. Il faut leur rappeler quand même le sacrifice qu'ont fait leurs aînés. Et quand j'en parle avec le prof d'histoire du collège, il m'a dit que c'est tout à fait normal que vous veniez leur expliquer comment vous étiez à leur âge. Parce que vous étiez engagés pour ça, pour retrouver notre liberté, l'honneur de la patrie, c'est sûr. Pour la résistance, ce n'est pas un ordre, c'est une décision profonde et intime de chaque individu. C'est un acte, un engagement qu'un être humain ne prend pas
facilement, c'est pas du domaine courant. Alors, on n'est pas forcé, on n'est pas poussé avec un coup de pied au cul. Hein, on décide soi-même. S'il y a un enjeu mémoriel à l'heure actuelle, c'est justement de renforcer un discours historique objectif par rapport à ce qui s'est passé, pour que les différents groupes mémoriels concurrents se réunissent comme ils avaient été ensemble au moment des faits pour obtenir cette reddition. Chacun ayant apporté une pierre à cet édifice commun. Vous savez, les noms qui figurent ici, des gens, sont des gens qui se sont fait tuer pour que vous soyez libres. L'éternel problème, c'est surtout ne pas oublier. Le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons